Bonjour, donc dans cet exercice, on va essayer de déterminer la capacité d'un condensateur sphérique. Alors, ce condensateur sphérique est constitué de deux sphères métalliques, une sphère de rayon R1 placée au potentiel V1 et une sphère de rayon R2 supérieure à R1 concentrique placée au potentiel V2 et il apparaît une différence de charge. Il apparaît des charges, donc une charge Q sur la plaque intérieure et une charge moins Q sur la plaque extérieure, ces charges étant réparties uniformément à la surface de chacune des sphères. Donc par exemple, sur la première sphère, on aurait une charge surfacique qui serait sigma, qui vaudrait Q sur 4pi R1 carré. Alors la première étape pour faire l'exercice, dans tous les cas, c'est de trouver l'expression du champ électrique. Alors je ne vais pas trop développer, en fait le développement est nécessaire bien sûr, mais cet exercice a déjà été vu, donc je vais simplement rappeler les grandes lignes, d'accord. Grâce aux symétries et aux invariances, on montre pour cette distribution à symétrie sphérique que le champ électrique n'a qu'une composante radiale et que cette composante radiale ne dépend que de R. Et ensuite, on va appliquer un théorème de Gauss sur une sphère, comme la sphère en pointillé rouge, qui est centrée sur l'origine et qui a un rayon intermédiaire. Et bon, on obtient que quel que soit R appartenant à l'ouvert R1, R2, le champ électrique entre les plaques a pour expression la charge intérieure sur 4pi epsilon 0 r carré UR. On retrouve l'idée qu'en fait, lorsqu'on est à l'extérieur de la première distribution, vu qu'elle est à symétrie sphérique, tout se passe comme si toutes les charges étaient concentrées au centre, et on retrouve le cas d'une charge ponctuelle. Ensuite, on aurait le cas, quel que soit R inférieur à R1. Bien, pour les R inférieurs à R1, on n'entourait aucune charge, donc forcément le champ électrique serait nul. Et pour les R plus grands que R2, le champ électrique est aussi nul car en fait on entoure à la fois toutes les charges Q et toutes les charges moins Q, donc la somme totale, si on prend une sphère qui est plus grande que les deux autres, la charge totale fait 0. Donc voilà le champ électrique dans tout l'espace, même si c'est plutôt le champ électrique dans la partie centrale qui va nous intéresser. Alors, encore une fois, il faut plus développer que ce que je l'ai fait ici pour la première partie, mais c'était juste pour rappeler le résultat. Maintenant, on va essayer de trouver la capacité. Et la capacité, on sait que par définition, c'est le rapport entre la charge déposée sur les plaques par la différence de potentiel. Et vu qu'on a le champ électrique, l'idée c'est de ramener, de faire un lien entre le champ électrique et le potentiel. Si j'arrive à exprimer le champ électrique en fonction du potentiel, j'aurai la charge de l'autre côté et j'aurai bien une formule qui va apparaître la charge et le potentiel et je devrais donc pouvoir faire apparaître la capacité. Donc on se rappelle qu'on est en électrostatique. Donc en électrostatique, on sait que le rotationnel du champ électrique est égal à 0. Donc il est équivalent au fait qu'il existe un potentiel scalaire V tel que E égale moins grade de V. Et maintenant il y a simplement à se rappeler qu'on est en symétrie sphérique. Donc en fait le potentiel ne dépend que de R. Donc le gradient se limite à sa composante selon UR et on peut passer à une dérivée droite, vu qu'il n'y a que la dépendance en R, moins dV sur dr. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement identifier bien cette première relation avec celle qu'on a écrite au-dessus entre les plaques. Et donc, quel que soit R appartenant à l'ouvert R1, R2, alors je suis obligé de travailler sur l'ouvert parce qu'en toute rigueur, le champ électrique n'est pas défini sur les plaques, vu qu'il y a des densités surfaciques de charge. Et donc, ça fait Q sur 4pi epsilon 0 R carré égale moins d de V sur dr. Il me suffit ensuite de séparer les variables, donc d de v égale moins q sur 4pi epsilon 0 r carré dr. Et maintenant je vais intégrer cette relation qui est vraie quelle que soit ici, et simplement j'utiliserai la continuité du potentiel qui me permet de tendre jusqu'à petit r égale R1. Donc je vais intégrer les bornes pour petit r, ça sera de R1 à R2, mon chemin va de R1 à R2. Et en potentiel, je dirais du potentiel de la plaque 1 au potentiel de la plaque 2. Donc cette intégrale va donc donner, donc du côté gauche, bon, c'est assez trivial, c'est V2 moins V1. Et dans la partie du membre de droite, je peux sortir Q sur 4pi epsilon 0. Une primitive de moins 1 sur R carré, c'est 1 sur R, pris entre R1 et R2. Et donc finalement, Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur R2 moins 1 sur R1, ou si l'on préfère, Q sur 4pi
epsilon 0 fois donc R1 moins R2 sur R2, R1. Et on opère un dernier changement de signe, un dernier basculement, en disant qu'on peut dire que donc ceci est équivalent à dire que V1 moins V2, ça fait Q fois R2 moins R1 sur 4pi epsilon 0 R2 R1. Donc voilà pour le résultat, et donc on peut renverser la formule pour dire que ça fait Q égale donc 4pi epsilon 0 R2 R1 sur R2 moins R1 fois V1 moins V2. Et donc avec cette formule-ci, on fait forcément apparaître la capacité du condensateur ici. Voilà, par identification à la formule dessus. Pardon, il manque quelques parenthèses, mais sinon ça devrait aller comme ceci. Voilà, et donc on a la capacité du condensateur qui apparaît ici pour le calcul. Bon, il y a un petit calcul à mener, mais l'idée générale est bien celle-ci, c'est avoir l'expression du champ électrique en fonction de la charge, et ensuite remplacer le champ électrique par le potentiel via E égale moins grade de V, et ensuite il n'y a plus qu'à intégrer. Et on trouve donc l'expression ici de la capacité du condensateur sphérique. Donc on se rappelle que epsilon 0 c'est bien en farad par mètre, donc on a bien ici des mètres carrés sur des mètres, donc on a bien des farads par mètre fois des mètres, et donc on a bien un résultat qui est en farad. Voilà, donc ça c'est la première méthode. Il y a une deuxième méthode possible, c'est de passer par l'énergie. Alors si on veut passer par l'énergie, l'idée c'est qu'on sait, que ça vous avez vu ça en première année, que l'énergie qui est stockée dans un condensateur c'est 1/2 de CU carré, où U est la différence, peut-être pas écrit, mais U c'est la différence de potentiel entre les plaques. Et vu qu'on sait que Q c'est C fois U, U c'est Q sur C, et donc il y a une autre formule qui est Q carré sur 2C. Et donc l'idée c'est de calculer directement l'énergie électrostatique grâce à la formule qui donne la densité volumique d'énergie électrostatique. Donc epsilon 0, donc ça c'est l'énergie électrostatique par unité de volume, et en multipliant par le volume, on va obtenir l'énergie du dispositif, et il suffira simplement d'identifier la formule. Alors simplement, normalement il faut intégrer sur tout l'espace, mais on a vu que le champ électrique n'était non nul qu'entre petit r égale R1 et petit r égale R2, donc le reste fera 0, et par contre il faut bien intégrer pour θ égale 0 jusqu'à pi, de phi égale 0 jusqu'à 2pi, donc epsilon 0 sur 2, fois le champ électrique pris au carré, c'est-à-dire Q carré sur donc 16, donc on avait 4pi epsilon 0, donc ça fait 16 pi carré epsilon 0 carré R4, d'accord, ça c'est le 4pi epsilon 0 R carré que j'ai pris au carré. Et il faut l'élément de volume en coordonnées sphériques, donc c'est dr fois r dθ fois r sinus θ dφ. Alors, je vais déjà sortir tout ce qui ne dépend pas, toutes les constantes, donc epsilon 0 sur 2 fois q carré sur 16 pi carré epsilon 0 carré. Et il me reste sur R une intégrale qui va de R1 à R2. J'ai un R4 ici et j'ai R et R ici, donc ça me fait en 1 sur R2 D2R, ça c'est l'intégrale sur R. Sur phi, l'intégrale se résume simplement à l'intégrale de 0 à 2pi des d de phi. Et sur θ, l'intégrale se résume à θ égale 0 jusqu'à pi de sinus θ dθ. Voilà. On va continuer pour l'instant, on simplifiera après. On va peut-être s'intéresser, on peut faire quand même une petite simplification. Donc je peux laisser le q carré comme ceci. J'aurai donc, et j'aurai un 8 pi carré, pardon, un 32, c'est pas 16. Donc un 32 pi carré. Et j'aurai simplement epsilon 0 parce que 1 simplifie. Alors maintenant ici, et bien un petit peu comme tout à l'heure, là j'ai une primitive en moins 1 sur R que je vais prendre entre R1 et R2. Ici l'intégrale sur phi fait de pi. Et on va donc primitiver le sinus en moins cosinus. Ainsi on dérive, il y a bien le signe moins, entre 0 et pi. Donc pris en pi, on aura moins 1. Et après on aura le, donc si on peut développer, ben, ça fera moins cosinus pi, moins cosinus 0. Donc au final, ça fera donc moins 1, moins 1, d'accord. Et en fait, ça fait donc 2, cette intégrale-là. Et donc tout ça, cette chose-là
ça vaut donc 2. Et finalement, quelques petits calculs, mais on peut écrire que ça fait Q carré sur 32 pi carré epsilon 0 fois, alors ici, donc j'aurai 1 sur R1 moins 1 sur R2, et ici un 4pi qui est apparu. Donc il restera en fait un 8 ici, d'accord, parce que je vais simplifier ici un petit peu, donc j'ai le pi qui disparaît avec le carré qui est là, et 4 fois 8, 32, donc finalement ça me fait Q carré sur 8pi epsilon 0, et on retrouve le terme en R2 moins R1 sur R1 R2, et ceci doit être identifié à Q carré sur 2C, d'accord, et on en déduit bien que C, ça fait donc, on compare les termes, mais ça fait bien 4pi epsilon 0, R1 R2 sur R2 moins R1, donc le résultat est bien identique. Alors là, le calcul est un peu plus long, d'accord, dans ce cas-là, mais selon les situations, les deux méthodes peuvent être intéressantes. Il est parfois... selon les situations, on peut avoir les deux méthodes qui peuvent être intéressantes. Voilà, donc sur la méthode énergétique, vous partez de la densité volumique d'énergie, et donc faire attention ici qu'on ne peut pas faire comme le condensateur plan. On court, le champ électrique est uniforme entre les plaques pour un condensateur plan, donc on peut juste faire la densité volumique fois le volume, mais ici, vu que le champ électrique dépend du point, il faut faire une intégrale, donc c'est un peu plus technique. Mais voilà. Et sinon, bon, la méthode qui est très classique ici, d'accord, c'est simplement, on trouve l'expression du champ électrique grâce au théorème de Gauss, et ensuite on fait apparaître le potentiel grâce à E égale moins grade de V, et on identifie les deux formules pour obtenir le résultat. Bon, il y a un assez similaire, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez faire le même exercice en vous mettant en coordonnées cylindriques, avec un condensateur cylindrique, et la méthode est très similaire, donc on peut essayer de faire la même chose en cylindrique, ça donne des résultats qui sont différents dans le résultat final, mais la méthode est exactement la même et ça fait également un bon entraînement. Donc voilà, la différence essentielle entre le condensateur sphérique cylindrique et le condensateur plan, c'est que le champ électrique n'est plus uniforme, donc il y a des calculs d'intégrale à mener qui sont un peu plus techniques. Voilà, je vous remercie.